Bon, ben, excellent. Alors, on va commencer. Il y a 85 personnes. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont se joindre dans le cours de chemin. Alors, encore une fois, ben, merci tout le monde qui se sont présentés aujourd'hui, qui se sont inscrits à nos événements au cadre du Sommet de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2020. On a plus que le 3/4 de fait. Il nous reste quelques conférences encore cet après-midi à suivre, dont celle-ci. Dans le fond, de Cyber Publicité, Kevin, Benjamin et Giulio qui ont participé et qui nous ont aidés et nous ont conseillés pour le marketing du sommet. Et ben, comme qu'on voit sur nos réseaux sociaux, etc., notre publicité a quand même bien marché. On a été reach, on a plus que 1700 inscriptions et on vient de conclure un deal que je peux vous annoncer que ce soir, on va être broadcast dans une université du Mexique. Et juste à part, c'est plus de 800 personnes qui vont y assister. Alors, on est présentement français, anglais et espagnol pour le sommet, qui sont les 3 langues officielles de HEC Montréal. Alors, sans plus attendre, comme je l'ai dit, Benjamin et Kevin de Cyber Publicity, c'est les 2 fondateurs de la compagnie qui a été fondée en 2001. Leur but premier, innover et penser outside of the box. Ils ont gagné plusieurs prix, dont un que je suis particulièrement fier, surtout en sachant que c'est des anciens de la famille HEC. Des anciens. Ils font partie de la famille HEC Montréal. Ils ont étudié là, c'est des anciens. Et ils ont gagné le prix, en fait, on vous l'a dit sur Facebook, 56e plus grande croissance au Canada en 2019. Ce qui est un prix qui est surtout, on parle d'une compagnie en marketing, en e-marketing au Québec, à Montréal. On peut juste en être très, très fiers. Alors, je vous invite à prendre la parole, Monsieur Kevin Benjamin. À vous la parole et merci beaucoup de venir faire une présentation au sein de HEC Montréal. Merci. Merci Sylvain de l'introduction, la belle introduction. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas introduit comme ça. Donc, petite précision, c'est pas 2001, c'est 2011 qu'on a été fondé. Exact. Mais c'est excellent. Tu sais, je pense qu'avant de dire qui est Cyber Publicity, je pense que c'est le fun que vous sachiez un peu qui est Benjamin Paradis, qui est Kevin Perry. Je vais commencer à parler de mon enfance. Donc, quand j'avais 5 ans, non, mais ça part de loin. L'entrepreneuriat, ça part d'extrêmement loin. Puis c'est pour ça que je vais vous parler de quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, j'avais des idées. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent, vous allez trouver ça drôle. Quand il y avait des ventes de garage, donc tout le monde a déjà participé à des ventes de garage sur les coins des rues, etc. À 5 ans, moi, je me levais très tôt le matin, les alentours de 5 heures le matin. Je commençais à mettre mes prix sur les choses que j'allais vendre aux gens le samedi et le dimanche. Sauf que je savais que je ne pouvais pas aller avertir tout le monde qui avait des ventes de garage. Fait que ce que j'ai fait à l'âge de 5-6 ans, c'est que j'avais un groupe d'amis et je leur disais, je vais te donner 10 sous si tu vas cogner aux portes et tu m'apportes quelqu'un qui va acheter mon produit. Fait à l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà cette idéologie-là de réussir à faire travailler quelqu'un pour moi en lui donnant une commission. Fait que dans le fond, c'est là que c'est parti un petit peu mon côté entrepreneurial. C'est sûr que je ne vais pas vous faire à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. Fait que je vais tout de suite sauter à l'âge de 23 ans. À l'âge de 23 ans, dans le fond, on commence à être un peu plus sérieux dans la vie, on commence à se stabiliser. Fait que j'ai commencé à travailler chez Inside Canada, qui était une multinationale qui revend du matériel informatique, des hardware et software. Puis, dans le fond, là-bas, ils m'ont tout montré. Comment bien vendre, comment accompagner le client, comment bien servir le client, bien encadrer le client. Puis, dans cette expérience-là, j'ai suivi beaucoup les gestionnaires d'Insight, qui est une multinationale avec 5600 employés, comment ils traitaient leurs employés, comment ils géraient des situations de conflit, comment ils faisaient pour bien gérer. Puis, dans le fond,
c'est une fois chez Insight, lorsque j'avais des galons dans les alentours de 24-25 ans, que là, j'ai rentré en communication avec Kevin. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir des discussions. Fait que ça, c'est mon parcours de 5 ans à 23-24 ans. Dans le fond, c'était simplement pour vous dire que l'entrepreneuriat ou la vente ou comment dealer, c'est ancré en vous. C'est dans votre fond intérieur de comment vous êtes. Fait que voici, c'est Benjamin Paradis. Fait que je passe le micro à Kevin pour se présenter. Moi, c'est Kevin. Dans le fond, c'est simple. Je ne me souviens pas de mes 5 ans, fait que je ne commencerai pas là. Mais si je peux dire, à l'âge de 15 ans, j'habitais dans, je ne sais pas si le monde connaisse un peu Blainville, ce qu'on appelle maintenant Fontainebleau. Ben, moi, j'habitais dans ça, mais c'était tout du bois. J'avais trois rues de voisins, puis pas vraiment d'opportunité de travailler. Donc, ce que je me suis dit, c'est il y a une opportunité dans le quartier, c'est la tonte de gazon. Je voyais les grands terrains que tout le monde avait, puis s'il y a quelque chose que le monde n'aime pas dans notre coin, c'est qu'ils doivent trouver ça fatigant de passer le gazon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai construit un vélo avec lequel tu mets la tondeuse dessus, puis que je pouvais aller de maison en maison pour aller passer la tondeuse. C'est vraiment là que ma première expérience d'entrepreneuriat a commencé. Je vous dirais, heureusement ou malheureusement, j'ai été plus entrepreneur qu'employé, puis ben, ça ne changera pas parce que maintenant, Cyber va très bien. Bon, c'est ça. Pour les 15 ans, finalement, je me suis cassé la jambe, puis l'entreprise a foiré. Bon, après l'université, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, vous allez peut-être le vivre ou vous le vivez. Même si on a un bac, c'est un peu toujours difficile de trouver des emplois. Fait que, pour moi, c'était plus facile de trouver des clients que de trouver un emploi au final. Fait que j'ai eu diverses entreprises, que ce soit quelques années, une entreprise de lavage de vitres, d'autres entreprises dans le web qui n'ont pas vraiment fonctionné. Donc, la lavage de vitres, ça avait marché, je l'ai vendu. Il y en a d'autres qui n'ont pas marché, que j'ai juste fermé et qui n'ont pas marché. Et finalement, c'est pas mal ça. Le message, c'était pour aussi dire que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Puis ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon en entrepreneuriat. C'est juste que des fois, c'est comme ça. Suite à cela, est-ce que Benjamin, tu veux que je t'enligne sur comment Cyber, finalement, on en est venu à... Comment on a débuté Cyber? Exact. C'est ça. Ben, au final, Benjamin, moi puis Benjamin, on est allés au secondaire ensemble. On n'était pas les meilleurs amis. On se connaissait. Il a fait une seule chose que je savais, c'est suite à mon parcours à moi d'entrepreneuriat, c'est que j'étais bon aux opérations, mais j'haïssais ça vendre. Fait que puis si je voulais faire quelque chose de gros, ça me prenait quelqu'un avec qui j'allais vendre. Puis le meilleur vendeur, la grande gueule que je connaissais de mon école, là, ben, je me suis associé avec. Puis lui, il a décidé de venir me voir à un moment donné, puis il me dit Kevin, si tu as une idée d'entreprise, puis je travaillais justement dans ma tête sur Cyber Publicity, parce que bon, c'est là-dedans que j'avais étudié. Puis je dis, ben oui, j'en ai une idée. Puis viens-t'en, on va aller au resto. Puis là, finalement, c'est lui qui a payé le premier pichet. Fait que ça a bien été. Si je peux même rajouter, Kevin. Vas-y, je te laisse continuer. Good. Dans le fond, quand Kevin quand on s'est approché, c'est que, tu sais, en entrepreneuriat, il faut que tu saches dans la vie tes forces, tes faiblesses. Moi, ma force, c'est l'humain. Ma faiblesse, c'est les opérations. Fait que je savais que si je voulais à un moment donné avoir une business grandir, je ne peux pas vendre un service et le livrer. C'est que je peux le vendre, mais ça me prend quelqu'un pour le livrer. Puis Kevin, ben lui, c'était l'inverse. Il n'y a pas de problème pour livrer, mais ça prend quelqu'un pour vendre.
Donc, c'est là où il y a eu le clash qui s'est fait, c'est que j'ai approché Kevin ou Kevin m'a approché. On s'est parlé sur Facebook quand Facebook a commencé. Puis on s'est dit, hey, si tu as un projet d'idée, moi je suis partant. À cet âge-là, j'avais 23 ans, je travaillais chez Inside Canada. J'avais pas aucun risque financier vraiment. J'avais pas d'hypothèque, j'avais pas d'enfant, j'avais pas rien, pas de conjoint. C'est là qu'on s'est dit, tu sais quoi, c'est le temps d'y aller. Kevin m'a dit, écoute, j'ai des idées, viens, on va aller prendre un café. Fait que je me rappelle, c'était au Presse Café, puis il m'a tout expliqué l'idée. Je suis comme, OK, parfait. Fait que là, il me dit, ça va prendre des sous. Je dis, ça, c'est correct, j'ai les sous, go, 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 on y va. Fait que là, ça reste là-dessus, je m'en vais travailler. Le soir, on dit, OK, tu sais quoi, on se fait-tu un petit souper tranquille au Jack Astor, à Boisbriand? Question de parler business, parce que bien entendu, c'est quand tu es chaud que tu parles le mieux de business. Mais mais c'est ça qui s'est passé. C'est qu'après 3 pichettes sangria, comme ça, là, c'est là qu'on a créé Cyber Publicity. C'est parti d'une idée et 3 pichettes sangria. L'idée, c'est qu'il ne faut pas être nécessairement chaud pour partir une business, mais l'idée, c'est plus qu'il faut que tu t'entendes bien avec la personne à qui tu vas t'associer. Exact. Parce que on se connaissait sans se connaître. Parce que, vu qu'on se connaissait au secondaire de vue et qu'on avait des amis en commun, mais qu'on ne se tenait pas ensemble, on savait un peu quel tempérament chacun on était. Fait que c'est là qu'on a décidé de partir. On a dit, tu sais quoi, je pense qu'on part en affaires, puis let's do it. Fait que, dans le fond, comment qu'on est parti, c'est très simple. L'entente que moi et Kevin, on avait, moi, je finançait la compagnie et Kevin lâche son travail, lâche sa job et se met à temps plein. Fait que moi, je rapporte les sous parce que j'avais un emploi où j'étais vendeur puis que c'était quand même très payant. Puis Kevin, il a dit, faut quelqu'un pour partir, la compagnie. Fait que c'est là qu'on a dit, tu sais quoi, on le fait comme ça. Fait que... t'aimais plus ta job que moi aussi, là. Il y avait ça qui aidait. Aussi. Ce que ça a beaucoup aidé. Puis ça, c'est, je pense, le premier bémol de l'entrepreneurship qu'on va aborder, c'est l'importance de bien choisir ses associés. C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que hier, il y a une personne qui se part en affaires, qui est venue nous rencontrer, puis qu'elle nous disait, voici comment ça se passe, voici les challenges que j'ai avec mon associé. Moi puis Kevin, on se regarde, tu devrais tout de suite arrêter les ponts, tout de suite couper ça là, tout de suite arrêter. Ça ne marchera pas à moyen long terme. Pourquoi? Parce que la raison du succès de Cyber Publicity, c'est que jamais, moi ou Kevin, on a mis notre priorité de l'avant. C'était toujours les actions qu'on pose sont pour le bien de la business. Notre priorité personnelle. Il n'y a rien de personnel. Ce n'est pas Benjamin Paradis, ce n'est pas Kevin Perry. Non, c'est pour le bien de l'entreprise qu'on décide de se donner. C'est-à-dire, si, admettons, je suis en voyage, puis il y a un client qui m'écrit, je ne vais pas dire non, c'est moi, c'est mon client, c'est moi qui va répondre. Si Kevin est au bureau, go, je vais embarquer sur le téléphone, même s'il aime plus ou moins ça, gars, shit has to be done, on le fait. Fait que même moi, j'ai joué, Kevin a joué dans le volet des ventes, et moi, j'ai joué dans le volet des opérations. Même si on s'entend, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais parce qu'il y a des affaires qu'il fallait qu'ils soient faites. Fait que des fois, même si ce n'est pas dans le cadre de ton travail, il y a des fois, il va falloir que tu te surpasses et que tu t'améliores en tant que personne. Au final, tu apprends de ton associé. Là, je veux dire, la raison pourquoi tu t'es associé avec l'autre personne, sa force ne va pas nécessairement devenir ta force, mais veux pas, dans le cadre du partenariat, il faut que tu t'entendes bien avec cette personne-là. Il y a un paquet de critères, mais aussi, c'est qu'il faut que tu sois capable de faire ce qui doit être fait pour que l'entreprise avance. Si ça l'implique
dans le cadre du fait que moi, on est parti puis j'étais la seule personne à temps plein, ben, j'ai dû en faire de la vente, malgré que c'était ça que je n'étais pas bon ou que j'aimais pas ou que peu importe. J'ai dû en faire. Je savais qu'à long terme ou à moyen terme, c'est pas moi qui allais s'occuper de ça. Mais Benjamin m'aidait, il me disait, gars, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça, et tout ça. Mais dans le jour, il travaillait parce que, veut pas, on est une entreprise qui partait puis qui était à perte. Donc, ça, c'est normal. Fait qu'à un moment donné, tout le monde fait ce qui doit être fait parce qu'on rame tout dans la même direction. On n'a pas toujours les mêmes opinions. Puis c'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde rame dans la même direction. Puis si j'ai finalement on décide une décision, mais je ne la ramène pas en disant tu vois, ma solution était meilleure. On a décidé que c'était ça, on a décidé que c'était ça. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision, puis il n'y en aura pas. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas c'est quelle qui va être la meilleure. On assume qu'on est associé avec d'autres mondes. Exact. Puis ça me rappelle, écoutez, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais en voiture, j'étais sur le coin de la 15 puis la 13, tu sais, fait que pour revenir sur la rive nord. Puis j'ai Kevin qui m'appelle, qui dit écoute, là, notre infrastructure, tu sais, elle tire un peu de la patte. Ouais, il dit j'ai trouvé plein de solutions, mais ça va coûter 10 000 $. Puis là, moi, je suis comme. On perdait déjà de l'argent, là. On perdait de l'argent, mais la beauté de la chose, c'est que moi et Kevin, on a toujours été une balance. Moi, quand j'allais super bien, lui était depressed et vice-versa. Quand moi, j'étais depressed, lui, il était super high. Ça, c'est l'avantage d'avoir des associés pour ceux qui réfléchissent des fois à en avoir ou pas en avoir, là. Fait que lui, il était super down en disant hey, shit, ça va coûter 10 000 $. Moi qui est high, hey, ça te dérange pas, Kevin, j'ai fait plein de commissions. Je sais où ça va aller l'argent. C'est bien correct, on va investir, puis go for it. Puis il y a d'autres moments où je m'en rappelle, tu sais, comme c'était hier, puis pourtant ça fait 7 ans de ça. Sauf que c'est des éléments dans votre vie qui vont vous marquer. Parce que là, tu te dis, wow, ça passe ou ça casse. J'entends encore la voix de Kevin trembler au téléphone en me demandant ça parce que lui, il était comme. Écoute. C'était pas mon argent, là. Moi, je mettais juste mon temps, fait que c'était un peu dur d'appeler son autre associé et de dire hey, à passant, tu sais, ça fait 50 000, 100 000 tu mets, mais il faudrait peut-être mettre un autre 10 000, puis je suis pas sûr. Ouais, fait que des fois, il faut persévérer. Parce que dans les up and down, nous, Cyber Publicity, il y a des moments où c'était très glauque, si on peut dire ça comme ça. On a passé des moments super rough, mais je pense que c'est tout le temps en étant positif, en voyant de l'avant, en marchant tranquillement. Je peux vous dire, en termes d'expérience de vie, je dois avoir 150 ans, mais je n'ai 32. Pourquoi? Parce qu'on vit toutes les émotions, toutes ce que vous pouvez penser, on l'a vécu. De la joie extrême à la déception extrême, à l'incertitude, à la certitude. Vraiment, écoute, les 4 pôles, on les a tous vécus. Fait que, on est capable aussi de se mettre où ce que les entrepreneurs sont, parce qu'on l'est aussi, de se mettre dans la peau aussi de nos clients. Nous, mettons, nos clients, c'est des PME. PME à travers le monde, majoritairement au Québec, mais au Canada, États-Unis, en Europe. Mais c'est des PME. C'est des clients qui n'ont pas nécessairement un gros budget phénoménal que s'ils perdent 1 million, ça ne leur dérange pas. C'est toutes des PME ou des startups. Fait qu'ils on sait tout un peu à travers quoi ils passent. Ce n'est pas des entreprises qui roulent sur l'or. C'est pas des. Là, je nommerai pas Air Canada, là, mais c'est pas des très grosses entreprises avec des millions de dollars. Là, on est conscient aussi de leur challenge jour après jour. Fait que c'est pour ça qu'on veut tout le temps pouvoir. On va faire un topo de cyberbullicité aussi pour les gens qui ne connaissent pas cyberbullicité actuellement. On est rendu, là, on vous parle d'IA à la fondation de l'entreprise, mais les 5 premières années,
je pense qu'on était juste moi puis Benjamin. Aujourd'hui, on est rendu 70 employés. Donc, tout ce qu'on est en train de vous parler, là, c'est probablement ce qui s'est passé dans les 5 premières années. Et l'idée derrière ça, là, c'est pour les futurs entrepreneurs à qui on parle, c'est que c'est pas parce que tes 5 premières années sont très pénibles et très difficiles comme ça l'a été pour nous, que nécessairement, vous n'allez pas devenir big, puis, ou big, ben, en tout cas, pour ceux qui trouvent que 70, c'est big. C'est pas, ça veut rien dire. Continuer à bûcher, il y a des chances que ça marche. Nous, là, je me souviens, il y a un moment donné où j'appelais Benjamin, puis je veux dire, techniquement, là, c'est arrivé plus qu'une fois, on savait quand est-ce qu'on fermait. Là, parce que ben, tu roules à perte, puis tu sais quel argent il y a dans le compte de banque. Bon, on n'a pas arrêté, puis à un moment donné où il y a des lots qui passent, ben, c'est ça qui est arrivé. Je veux dire, une fois en particulier, surtout au début, là, dans 3 mois, on fermait parce que ben, dans 3 mois, il ne restait plus d'argent, puis il n'y en avait plus d'argent. Ben, il y a un client qui nous a appelé, puis c'est le plus gros client que j'avais eu à l'époque. Et il nous rapportait presque 3 fois le chiffre d'affaires qu'on faisait déjà. Puis là, ben, oublie ça. Là, j'ai juste dit la seule condition, c'est donne-nous un dépôt. Mais le dépôt, c'était pour continuer à rouler la business. Puis le client, il a accepté. Puis on lui a fait un bon prix, puis il était super content. Il y a toujours moyen d'innover malgré puis continuer à persévérer puis de trouver des solutions. Même chose, là, nous, on a réussi à servir avec le COVID, mais je veux dire, il y en a des entreprises en ce moment qui sont dans le chenoute avec le COVID, mais c'est de continuer à innover parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va mener. Des fois, le destin fait que tu as tellement persévéré que tu as créé ta chance, puis ça tombe bien. Pour rajouter à ce que Kevin dit, tu sais, ton idée, ton plan de match, puis la résultante, je peux vous dire, ça n'existe pas. Ton plan de Ça ne match, sera pas ça. Mais c'est pas grave. À vrai dire, c'est en entrepreneurship, tu vises à droite, tu vas aller à gauche. Il va C'est pas grave. Exactement, c'est pas grave. Il va t'arriver plein de situations que tu t'attendais pas. Il y a plein Écoute, c'est ceux qui écoutent Occupation Double, c'est plein de revirements. Comme Occupation Double. Ouais, mais ça, c'est stagé, là. Je pense. C'est ça. Puis, tu sais, les idées évoluent aussi, là. Mais l'idée principale aussi dans qu'est-ce qui nous a toujours sauvés, puis je pense que pour tous les entrepreneurs qui est en devenir ou actuels, c'est nous, ça a toujours parti des clients. Comme je vous disais dans la petite histoire, là, c'est le client qui nous a sauvés. Quand on est parti, oui, il y avait de l'argent qui est essentiellement une chance qui venait de Benjamin parce qu'il continuait à travailler, mais aussi ça venait des clients. On n'a pas été chercher des prêts à la banque. On n'a pas perdu de temps avec ça. On a été voir les clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis on leur a fait un prix avec qu'est-ce qu'ils voulaient. Oui, on coupait les prix, oui, on faisait tout ça, mais il faut faire ça. Vaut mieux pas perdre, justement, passer du temps avec les clients que passer du temps avec les banques, surtout au début. Ça serait notre conseil principal. Là. Je pense que Benjamin, on l'a adopté extrêmement longtemps. Là, on a arrêté de l'adopter. La seule raison, c'est qu'on perd du temps avec les banques parce qu'on a décidé d'acheter nos locaux au lieu de louer tout simplement. Mais avant, on n'avait pas perdu de temps avec les banques. Bon, après, ça dépend de chacun des situations. Là. Mais principalement, si vous avez quelque chose qui est super intéressant, les clients, si vous n'êtes pas capable de le vendre aux clients ou de trouver des modalités avec les clients, c'est peut-être que vous devriez retravailler sur votre produit. Exact. Puis c'est là où ce qu'on a toujours misé Cyber Publicity, c'est sur nos clients, nos employés. On traite nos clients et on traite nos employés comme si on aimerait se faire traiter. Ça, je pense que c'est une règle de vie qui devrait s'appliquer sur toutes, mais certaines fois ne s'applique pas. Mais ça devrait être appliqué partout. Dans le fond, dans la vie, tu vas être traité comme tu traites les gens.
Je pense que des fois, en affaires, on oublie ce petit volet-là, que, tu sais, on parle à un autre entrepreneur, on parle à un autre businessman, on parle à un autre humain. Puis l'autre humain, il est derrière le fil, puis il a ses problèmes, il a ses challenges, il a ses déceptions, il a ses victoires aussi. Fait que quand vous parlez à vos clients, à vos futurs clients ou à des prospects, c'est toujours dans l'idée de leur apporter une valeur ajoutée lorsque vous leur parlez, de les comprendre aussi lorsque vous présentez. Ça va faire une grosse différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va avoir du succès. C'est le I care about my product, about qui je suis, about you. Fait que, tu sais, c'est le we care about qu'on a mis beaucoup de l'avant, autant partout dans notre sphère de vie qu'aujourd'hui, c'est super bien rendu. Autant les clients que les employés sont là. Et aussi, Benjamin, c'est exactement pour ça que entre notre plan de match initial, aujourd'hui, Cyberbully n'a pas l'air du tout de ce qui était notre plan de match initial. C'est qu'au final, on ne s'est pas demandé qu'est-ce que nous, on veut. On s'est demandé qu'est-ce que le client voulait. Et là, on a fait évoluer l'entreprise en fonction de ce que le client, lui, voulait et ce que lui demandait. Puis encore aujourd'hui, on agit dans ce concept-là. On essaye de comprendre ce que le client veut et non ce que nous, on voudrait en tant qu'entreprise que nos clients fassent ou qu'on voudrait leur vendre. Et c'est là qu'on s'est ajusté. Aussi, je veux dire, des aléas, il y en a énormément. Puis ça, c'est une petite histoire que je compte rarement, mais moi, aujourd'hui, je veux dire, bon, avec 70 employés sans prétention, je perds 5 $, je devrais être correct. Mais il y a 7 ans, quand on est parti de l'entreprise, je me souviens d'un moment où j'ai appelé Benjamin, puis il me restait seulement, le seul 5 $ qui me restait, c'était pour payer le métro pour aller voir Benjamin pour qu'il me donne de l'argent, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, le point, c'est que ce n'est pas parce que tu touches le fond que nécessairement tu n'es pas capable de continuer à trouver des workarounds puis de remonter la business à 70 employés, par exemple. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour un peu de qui on est, comment on pense. Dans le fond, on avait préparé une petite section aussi, choses à faire attention. Selon nous. Selon nous, on n'est pas... Oui, exact. On ne sait pas tout non plus, mais des erreurs que nous, on a commises, que je recommande aux gens de faire attention à certaines choses. Puis le premier volet que je vais parler, c'est les restaurants, non, les dépenses. Au début de Cyber Publicity en 2011, on a regardé en 2019 combien de dépenses on avait fait de restaurants dans l'année. On a fait, OK, ben, on a dépensé quelques mille en restaurant, OK, c'est intéressant. Puis là, après ça, pour le fun, on a dit, lors de notre première année, on a dépensé plus que le triple en restaurant notre première année, où on n'avait pas de chiffre d'affaires. Où ce que, lorsqu'on a parti l'entreprise, tu sais, des fois, quand on est jeune... On se croyait déjà, on pensait que déjà qu'on avait une business. Moi, je pensais qu'ouvrir un point Inc., et voilà, j'étais riche. Tu travailles avec ça. Ça, c'est la première année. C'est la première année. Fait que la première chose qu'on peut conseiller, c'est les dépenses, le cash flow. C'est une affaire super importante de regarder. C'est les rentrées et les sorties. C'est facile. La première année, on avait beaucoup trop de sorties pour la rentrée qu'on avait. Beaucoup de restaurants, beaucoup de sangria. On regardait beaucoup ce qui s'en venait et non ce qu'on avait. C'est correct parce que ça l'aide à la vision de l'entreprise, mais ce qui aurait pu nous tuer même, ou ce qui tue beaucoup de monde qu'on voit en entreprise, c'est qu'ils vivent beaucoup sur ce qui s'en vient, mais pas ce qu'ils ont dans le compte de banque qu'ils peuvent se permettre actuellement.
Fait que je pense que nous, on s'est assagi beaucoup après ça. Puis ça a été ça notre learning. Puis après, ben, veux pas, on l'a adopté un peu dans nos pratiques. Ce qui nous aide d'ailleurs avec le COVID, le raz-de-marée qu'il y a eu. Au final, c'est qu'on avait toujours été très lean au niveau de on dépend les engagements qu'on avait déjà pris. Puis, il y avait d'autres choses. On a parlé un peu les prêts. Les prêts, nous, notre vision à moi et Benjamin, bien sûr, ça a pris 5 ans. Ça a été plus long à partir, ça a un peu plus à cause de ça. Mais ça nous a permis de réfléchir mieux à qu'est-ce que le client voulait, comment on devait améliorer nos choses et de ne pas se retourner vers les banques pour avoir un boost d'argent, mais sans nécessairement être sûr d'avoir un produit viable. C'est ça. Nous, on essaie toujours de se financer avec les clients au lieu de se financer avec les banques. Et je pense que je recommande vraiment à tout entrepreneur d'essayer de faire ça en premier. Les banques devraient être seulement mettons, justement, il y a une crise qui vient d'arriver, ben là, pour moi, c'est une bonne raison, si vous étiez rentable avant le COVID, de peut-être se retourner vers les banques. Mais si vous étiez retourné vers les banques trop tôt, ben vous n'avez plus de marge de manœuvre quand il arrive une crise financière. Là, je parle de COVID, pour l'instant, c'est peut-être pas une crise financière, là, mais il y en a pour certains que c'est l'est en tabarnouche. On va appeler ça une crise. Ouais, c'est pas mal une crise, point. Quand on disait tout le monde, quand vous partez, se fait dire qu'il faut faire des prévisions financières, puis oui, je ne vous dirais pas le contraire. Par contre, ce que je vous dirais, c'est surtout important, c'est la vision et non tant la prévision que vous allez faire. C'est d'avoir une vision d'entreprise puis d'être capable de la changer. Puis ça jump à un autre sujet qui est un peu différent, mais ça parle des loyers. Les premières années, on n'avait aucun bureau physique. Notre bureau était au 1000 de la Gauchetière. C'était une adresse virtuelle pour pouvoir dire à nos clients qu'on était au centre-ville de Montréal et qu'on était big. Fait que, on a acté like a big pendant un certain moment. Là, après ça, on est allé à la tour CBC, Place Ville-Marie, puis là, on est au centre-ville de Montréal, on a nos locaux. Mais quand on a starté la business, on a pris une adresse virtuelle, tout simplement, à un registre, pour avoir une adresse physique au centre-ville de Montréal. Pour 60 pièces par mois, vous aviez l'équivalent d'un loyer, puis vous pouvez travailler de chez vous. Donc, encore plus aujourd'hui, je pense que, c'est un conseil qu'on donne pas juste depuis le COVID, là, mais encore plus aujourd'hui, je pense que tout le monde est capable de comprendre qu'on est capable de travailler en remote avec une petite équipe, là. Fait que, un loyer, c'est pas mal un gaspillage d'argent, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'argent au début. Tu es tout seul. Encore pire quand tu es tout seul, oui. Aussi, c'est ça. Principalement, c'était d'être capable d'être agile. Nous, dans l'entreprise, on n'est pas allé dans le détail, là, mais on prône beaucoup l'innovation, d'être capable de remettre en question le statu quo, etc. Par contre, surtout quand on démarre, l'innovation, dans notre perspective, doit viser le court terme. Si vous êtes dans un projet qui va prendre des années et des années à développer, puis vous attendez d'avoir le produit parfait pour le lancer, vous n'allez pas vous rendre. Fait que Microsoft, par exemple, ça ne les gêne pas de lancer une version de Microsoft pas parfaite, puis de faire des patchs après. Mais c'est la même chose. Vous allez lancer, si vous êtes en informatique là, ou peu importe, là, vous allez lancer des produits, puis ils ne seront pas parfaits. Vous n'êtes pas obligé de dire au client qu'il est parfait. Par contre, vous pouvez vous engager de d'autres manières, puis d'innover dans votre pitch de vente, puis de trouver des façons de patcher le problème pour que le client soit quand même très content. Parce que si vous attendez d'avoir un produit parfait, ça ne marchera pas. Exact. C'est ce que j'allais rajouter, Kevin, c'est que souvent, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils veulent que ça soit
exactement parfait comme ils l'avaient pensé. Après ça, ils vont le vendre. Exact. Où on a réussi à avoir du succès, c'est que nous, on avait l'idée, on vendait l'idée, puis quand on avait vendu l'idée, je me retournais à Kevin pour la faire. Hmm. Fait que, Ouais. sauf qu'on avait l'argent dans nos poches Ouais. avant. Et là, Kevin, il fallait qu'il se démerde à trouver des solutions. Mais ça, Ah, c'est ouais, je me souviens, on l'a dit souvent là, au début, là, on disait, Benjamin il me dit, es-tu capable de faire ça? Je dis, vas-y, puis je vais me poser la question après. Vas-y, m'en dis qu'est-ce qu'il veut, puis tout ça, prends les specs, puis si c'est vendu, je vais trouver une manière. Prends le dépôt, par exemple. Fait que, puis on a réussi. C'est ça qu'on dit quand on dit travailler selon les besoins du client, puis de se financer à même les clients. Ben, c'était ça. Puis on a appris beaucoup des clients. Beaucoup le style de client, les types de clients. Même on est même capable de prévoir des clients problèmes. Parce que oui, dans notre industrie, dans toutes les industries, il y a des clients un peu plus Dans le rough. consulting, ouais, c'est ça. Fait que c'est important, ça aussi, down the road, de savoir, OK, ce client-là, ça a l'air d'un super bon client, mais avec des petites. On connaît les patterns. On connaît les patterns, OK. Là, il me dit On ça, il me dit s- ça, il me dit ça. Fait que finalement, il veut le service, mais il ne veut pas payer. Fait que ça, c'est aussi de faire attention, mais ça, c'est l'expérience dans votre entreprise qui va faire en sorte que vous allez apprendre à discerner le bien du mal. Mais ayez pas peur d'être généreux avec les clients quand même. Là, quand que vous démarrez, là, c'est ceux-là qui vont vous donner l'expérience pour après ça, peut-être vendre un peu plus cher. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Ou on parce que était Alors, tellement clair qu'il n'y avait pas de questions? on en a reçu quelques-unes en Oh privé, shit! en fait. OK. Ah! Oh! Non, finalement, vous n'êtes pas assez clair. Désolé, les boys. Hum. Non. Merci pour la présentation. C'est très agréable de voir, premièrement, d'où vous êtes venus, comment vous avez créé votre entreprise, pour voir le succès que vous avez maintenant, là, qui est, comme j'ai dit auparavant, là, qui est très, très impressionnant. Alors, première question ici. Quels ont été les produits, services que Cyber Publicity vendait au début de leur création, après 5 ans et aujourd'hui? Oh boy! Au début ou début un an après qu'on s'est rendu compte que ça ne marcherait pas cette histoire-là? Choisissez le début que vous voulez, je vous dirais. Ça n'a pas été spécifié, mais oui. Au ouais, début, je vais juste te parler, Ben, au café quand on s'est parlé, puis après ça, tu continueras sur le reste. C'est bon? Au début, mon idée que j'ai été voir avec Benjamin, ça n'a rien à voir pantoute avec ce que Cyber Publicity a même vendu. On ne l'a jamais vendu, ce que j'avais comme idée. Au début, jadis, je voulais louer des noms de domaine qui rankaient bien dans Google, qu'on pouvait optimiser. Puis je voulais dire au client, ben, tu vas être premier dans Google au naturel parce que j'ai déjà ranké le nom de domaine dans le SEO. Jadis, Google Ads prenait pas tant de place que ça, puis c'était très facile, ben pas très facile, mais il y avait bien des techniques qui permettaient de faire ranker Google des noms de domaine en SEO, même si tu changeais le contenu à l'intérieur. Au début, c'était ça mon idée. C'était juste de louer des emplacements déjà actuels dans Google ou dans le SEO. Mais je pense qu'on l'a vendu une fois. ça n'a pas Parce que touché. les clients n'avaient pas la même opinion. Après ça, écoutez, on a regardé des forfaits, on essayait de se comparer à la compétition. On a créé, écoute, ça c'est dans notre, peut-être plus dans l'industrie du marketing en ligne. On a Du vendu ce qu'on SEO. appelait des cyber power. Ça fait longtemps. Cyber power, ça c'est. Dans un délire complet là, dans ce temps-là. Ben, c'était à l'époque. C'est ça, c'était à l'époque, c'était il y avait 5 ans quand Google n'était pas connu. Et on vendait du backlink pour bien référencer les sites, grosso modo. Mais au final, c'était les sites web des clients, parce que les clients voulaient que ce soit leur propre site web et non nécessairement des noms de domaine loués. Là, donc, finalement, on s'est reviré vers du SEO.
où est-ce que peut réduire, mais avec des offres un peu très sexy pour les clients, mais très peu sexy pour nous autres. En réalité, notre offre, nous autres, dans le SEO, il y a là 5 ans, c'était les clients ne paient pas tant qu'ils ne sont pas sur la première page. Fait Exact. qu'on De Google. de Google. Fait que finalement, le client disait OK, mais mon risque est nul. Zéro. Nous, on prenait tout le risque. Exact. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a certains clients qui sont peut-être de mauvaise foi parce que lorsqu'ils étaient dans les numéros 3, ils nous disaient Ah, mais là, ça me tente plus de payer, gars, je peux se positionner. Oui, mais c'est ouais. Fait que, après ça, c'était du SEO. Là, après ça, du fil en aiguille, on commençait à vendre du AdWords avec des frais de gestion. Mais on avait une grosse clientèle. Au départ, on ne voulait absolument pas vendre du Google Ads. Même, je dirais, notre façon de vendre du SEO, c'était de bitcher un peu sur le Google Ads. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ri, là, mais et après ça, vu qu'on avait une grosse clientèle de SEO, on se disait, tu sais, on prend tout le temps un gros risque à toutes les fois qu'on rentre le client. On se fait payer 6 mois après parce que, je veux dire, ça prend 6 mois avant d'amener le client à sa première page. Y a-t-il quelque chose qui pourrait intéresser le client qui fait qu'on pourrait avoir plus de clients, pas attendre 6 mois avant de se faire payer? Puis là, ben, c'est là qu'on a dit, ben, tu sais, on pourrait voir le Google Ads en chargeant des frais et puis tout ça. Là. Fait que là, c'est là qu'on a dit OK, on a commencé à avoir des clients. Est-ce que tu veux que je continue, Ben, ou je suis sur une lancée, c'est bon. Puis tout ça. Puis là, ben, il y a eu une opportunité on a eu une opportunité. Puis on s'est dit, c'est quoi, on va essayer, suite à cette opportunité-là, que je ne peux pas aller trop dans les détails, mais on s'est dit, c'est quoi, on va essayer de faire une promotion, d'offrir le Google Ads sans frais de gestion. Et ça va être comme un peu notre produit d'appel pour 3 mois. On va voir comment ça marche. Ça a tellement bien marché que finalement, ça en est devenu un produit d'appel qu'on utilise tout le temps. Donc, au final, c'était un test. C'était seulement pour attirer une manne de clients au départ. Puis, au final, ça s'est retrouvé à être une promotion permanente. Que maintenant, c'est encore à ce jour ça qu'on offre à nos clients. Fait que, vous voyez, on est passé du cyber power à la gestion de campagne publicitaire AdWords. On biche plus trop sur le Google Ads maintenant. Étant presque un des plus gros vendeurs au Québec là, de Google Ads pour les PME. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, petite question, je vais en jumeler les deux ensemble parce qu'ils sont très similaires. Comment avez-vous obtenu vos premiers clients? Avez-vous été sélectif et comment choisir ces clients? Ça, là, j'ai pas été sélectif pantoute. J'ai pris le premier qui était prêt à payer pour le service. Surtout au début, je veux dire, il y a des affaires pas possibles qu'on se faisait faire, là, des couchins, là, on va se le dire. Mais non, j'ai pas été sélectif du tout. Parce que j'étais tout seul, Ben, et c'est moi qui avais vendu là, au départ. Là. Fait que je m'en souviens, là, puis les clients, c'était horrible, là, ce qu'on faisait pour eux versus le prix qu'ils nous payaient, là, mais non, on n'a pas été sélectif. Le but au départ, c'était simplement d'avoir l'expérience avec ces clients-là, d'avoir le feedback, puis après de s'ajuster. Tu sais, c'est un peu plus facile parce que nous, c'est du temps qu'on vendait. Fait que quand c'est du temps, au pire, j'ai perdu mon temps, c'était pas si grave, c'est ce que je me disais. Puis, à la force des choses, même si on n'a pas été très sélectif avec les clients, encore aujourd'hui, on n'est pas très sélectif avec les clients parce que dans la vie, on a une philosophie. Tu ne sais pas qui connaît qui dans la vie. C'est-à-dire qu'on a certains clients, des petits clients, qui ont référé de nos plus gros clients. Fait que si tu avais été sélectif avec le client qui met 300 $ par mois, puis j'aurais dit, ah non, toi, tu es trop un petit budget, fait que je ne veux pas te servir, ben lui, probablement qu'il n'aurait pas parlé trop de bien, de moi en bien, à son ami. Fait que c'est pour ça qu'on a une philosophie vraiment du. Même là-dessus, je vais renchérir. Tu sais, je vous ai parlé il y a un moment donné dans l'entreprise où est-ce que je savais que dans 3 mois, on fermait. Mais le client qui est venu nous sauver, là, ça a été via une référence C'est via d'une référence parce que
On a fait une soumission à un client vraiment chiant, là. Je veux dire, tu n'avais pas plus chiant que lui, là. On a fait de la job pour lui. Mais à travers ça, moi, j'avais trouvé un sous-traitant pour faire la job. Ce sous-traitant-là, lui, m'a référé ce gros client-là. Donc, par la bande, ce n'est pas le client chiant qui m'a référé, mais par la bande, parce que j'avais de l'activité économique, le sous-traitant que j'ai été chercher nous a tellement trouvé sharp, ben, ouais, nous, étant moi puis Ben à temps partiel, là, nous a tellement trouvé sharp qu'il nous a référé un client, ne sachant pas que c'est le client qui allait nous sauver. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'est vraiment pas fermé les portes. Oui, après, je dirais aujourd'hui, on connaît nos limites. Si c'est ça la question, on connaît nos limites. Et les limites étant ce que je suis capable d'offrir, ce que je ne suis pas capable d'offrir. Mais au départ, j'avais du temps, j'essayais de tout offrir. Excellent. Encore une fois, très, très belle réponse. On a, dans le fond, on va prendre celle-là. J'ai encore 4-5 questions à poser, puis ça rentre encore, mais vu qu'il reste 9 minutes, on va quand même se limiter le nombre de questions. Mais du point de vue de l'organisation, de votre manière de fonctionner, des produits, de votre approche vis-à-vis des clients. Et en même temps, je vous dirais, il y en a une qui parle de vision et de vision des clients, comment s'en sortir VS les deux. Là. Ouais. Fait que c'est quoi la question? Du point de vue de l'organisation, votre manière de fonctionner sur votre produit et votre approche vis-à-vis le client, puis la vision du client VS votre vision. Ben nous, OK, je vais essayer de répondre si j'ai compris la question. Comment on s'organise au niveau de l'entreprise? On est vraiment à l'horizontale, au niveau hiérarchique. Au niveau du client, on est très centré client dans le sens où, bon, on a beaucoup de clients, puis on se le cachera pas. Quand tu as beaucoup de clients, vous allez être capable d'en trouver un ou quelques-uns qui ne seront pas contents pour X, Y situation que nous, on pourrait trouver regrettable aussi d'un point de vue externe. On est tous des humains. Il y a des gens, ça arrive en anglais, on dit drop the ball. Par contre, nous, notre priorité, c'est vraiment d'avoir un service à la clientèle impeccable. On essaie de l'avoir. On est très centré client. C'est un de nos KPI qui est très important. Même quand un client quitte, parce que ça arrive, surtout dans les agences, bon, des clients peuvent toujours s'imaginer que le gazon est plus vert ailleurs. Notre vision, c'est quand même de faire un débriefing avec le client pour essayer de voir comment on peut s'améliorer et tous ces débriefings-là sont pris très au sérieux. Et quand un client veut faire escalader un problème ou une situation, c'est sans mettre du sable dans l'engrenage que c'est fait. Donc, nous, c'est vraiment ça notre vision, c'est qu'on a à cœur. Je pense que même en marketing, malgré qu'on est une agence qui doit délivrer de la performance, je pense que le service à la clientèle est quasiment plus important dans notre industrie que la performance que tu peux avoir. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir la même performance qu'une autre agence de marketing, mais si tu as un meilleur service à la clientèle, tu gagnes fois 1000. C'est ça notre vision. Ça répond à la question est un peu. Ouais. J'imagine que oui, j'ai pas plus de trucs. Du moins, c'est des informations qui sont utiles, donc c'est très bien. Pour la prochaine question, je vais inviter M. Jocopo à prendre la parole. Alors, voilà. Oui, d'abord, merci Benjamin Kevin. C'était vraiment super cool d'avoir votre énergie déjà. C'est vraiment super cool. J'ai deux questions en fait assez rapides. La première, c'est un peu ce qu'on a essayé de poser comme question. C'est votre vision versus celle des clients. Je ne sais pas si c'est propre à votre type d'entreprise, mais là, vous avez vraiment martelé beaucoup. On s'adapte aux clients, on s'adapte aux clients, on écoute les clients. C'est sûr que par contre, c'est quand même votre entreprise avec une vision propre à vous. Vous ne pouvez pas accepter tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, par rapport à ce que vous voudrez faire. Et j'ai clairement aussi vu le fait de, on va faire des Google Ads quand finalement, ce n'était pas forcément ce que vous vouliez faire au départ. Donc ça, c'est vraiment la première question. C'est-à-dire, je sais qu'il faut s'adapter aux clients, mais
il y a Ouais. aussi une vision Je comprends personnelle. la nuance de la question, puis la nuance de la réponse est que je pense que quand tu démarres une entreprise, tu dois vraiment t'adapter au client dans le sens où si le client veut ça, n'aie pas peur d'essayer de faire ce qu'il te le demande. Au pire, tu t'es fait avoir une fois. Fais tes dents. Euh, Apprends, expérimente, vis des exact. situations. Mets-toi dans des situations un peu déconcertantes, si on veut dire, pour te débattre, pour grandir de ça, pour évoluer. Parce que si tu es toujours dans ton confort de je vais juste offrir ce que je suis bien à livrer, puis que je ne veux pas essayer de dépasser mes limites, ben, tu vas toujours rester dans ta limite. Zone de confort, mais c'est pas nécessairement peut-être que tu manques le bateau sur quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment ça quand on parle d'innovation. Par contre, effectivement, là, c'est sûr qu'à 70 employés, ce que je voulais dire, c'est que le jour où tu te retrouves un peu plus gros, il vient qu'à un moment donné, oui, il faut que tu sois capable de dire sont où mes limites de ce que j'accepte et tout ça. À ce moment-là, nous, notre vision de la chose, c'est comment on gère ça, c'est qu'on dit carrément au client, ce que tu veux, c'est probablement pas moi qui peux te l'offrir. Donc, mais ça, c'est à partir du moment où ton entreprise atteint un certain seuil de rentabilité et où est-ce que ce que le client te parle, tu l'as déjà essayé puis tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc, c'est ça. Mais le fameux white paper, finalement, vous le définissez plus tard, quand vous avez une solidité pour le définir, finalement. C'est ça mon point. Nous, on a beaucoup changé le white paper, on pourrait dire. OK. Et la deuxième question, je vais être super rapide. Moi, je trouve super intéressant le fait que vous êtes passé de 2 à 70 et vous avez fait du bootstrapping depuis la fin, de ce que j'ai compris finalement. Comment, en fait? Parce que embaucher des personnes sans financement institutionnel, en fait, je pense que c'est compliqué. Au moins, c'est ce que j'imagine. C'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Comment vous avez pu grossir autant sans aller chercher le financement? C'est plate à dire, mais tu n'as pas l'argent, tu ne le fais pas. C'est pas mal ça notre vision. C'est pour ça que ça a pris 5 ans à être tout seul. Je veux dire, on aurait pu, deuxième année, aller faire un prêt de 100 000 puis qu'on propulse un peu plus, mais je veux dire, on ne savait pas nécessairement. J'aurais pas été honnête de regarder mon banquier et de dire, je te garantis que tu vas revoir ton argent. Parce que l'entreprise est changeante. Le produit, on n'avait pas encore. Pour moi, ce n'était pas extraordinaire ce qu'on offrait encore. On n'était pas. Vaut mieux risquer de l'argent que tu es prêt à perdre que de l'argent que tu dois rembourser que finalement, tu n'es pas prêt à perdre. Nous, c'était vraiment ça. Si je peux rajouter à Kevin, on est aussi très conservateur. C'est-à-dire que la première année et la deuxième année, on a appris beaucoup. La troisième année, on commence à être plus stable sur nos chaussures. Quatrième année, on a commencé à donner un salaire à Kevin. Cinquième année, là, j'ai fait le switch de où ce que j'étais avant à l'entreprise, à Cyber Publicity. C'est quand que j'ai rentré, là, je rentrais des ventes, puis là, ça allait bien. Ah ben, on s'est libéré X montant de profit. Bon, mais avec ce profit-là, on le réinvestit. OK, parfait. Avec l'autre personne, on a fait on réinvestit. C'est qu'on a beaucoup, on investit, à vrai dire, on a tout investi, tout ce qu'on avait dans le business. Toujours. Moi, je veux dire, bon, je ne parlerai pas de cette année, mais je ne suis pas gêné de dire qu'il y a 3 ans, j'avais des salariés qui gagnaient plus que moi. Pourquoi? Ben parce que je préférais réinvestir l'argent dans l'entreprise pour continuer à la grossir. Fait que c'est toute une question de quel rythme de vie tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent une fois qu'il est disponible, etc. Nous, c'était le but, c'était de reprendre l'argent et la réinvestir pour grandir. Comme Benjamin dit, les 3 premières années, je ne me suis pas donné de salaire. Ce n'était pas le plan de match, là. Mais ce n'était pas le plan de match non plus que Benjamin continue à réinvestir pendant 3 ans alors qu'il travaillait à quelque part puis que finalement, il restait chez ses parents parce qu'il ne pouvait pas se payer un loyer. C'est d'improviser, mais c'est aussi de dire ça, c'était le moins risqué et ça s'est avéré le plus de créer des fondations solides sur. Dans le fond, on n'était pas pressé d'exploser. On savait que ça allait arriver, on savait à quoi on voulait arriver et d'aller voir des banques pouvait potentiellement beaucoup plus nous mener à la faillite.
ce qu'on voulait Est-ce pas. que ça a répondu à ta question, Jacopo? Oui, parfaitement, parfaitement. Donc, peut-être même, bon, je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont d'opinion que vaut mieux maximiser les prêts avant d'aller chercher des investisseurs, des partenariats ou des associés, mais moi, je serais d'opinion plutôt que dans notre cas, ce qui a réussi, c'est qu'on était 2 associés qui permettaient que l'entreprise pouvait ne pas être viable pendant plusieurs années parce que lui, il travaillait, il prenait cet argent-là pour la mettre à l'intérieur. Étant jeune, habitant chez ses parents, il n'y avait pas beaucoup de overhead sur nos têtes. Aujourd'hui, moi, ayant des enfants, des affaires comme ça, des maisons et tout ça, ça serait beaucoup plus dur d'avoir cette réalité-là. Quand on y repense, là, Mais la dette ne serait pas plus une bonne idée pour moi. il y a 6 ans, si tu recules en arrière, il y a 6 ans, tu nous aurais donné 1 million. On ne l'aurait pas aussi bien géré qu'aujourd'hui, tu me donnes 1 million. Je parle d'une banque, là, on va voir une banque. Pourquoi? Parce qu'on a vécu juste avec notre propre argent. Fait que là, on s'est limité à certaines choses. Quand tu vas voir une banque, puis demain matin, tu as 1 million dans ton compte de banque, tu es un peu plus foufou. Et c'est l'humain. Moi, on a des amis qui se sont partis en entreprise, même des anciens employés, puis le seul conseil qu'on leur a dit, c'est continue à avoir une job en attendant pour payer tes choses. Comme ça, ta business, là, ben, tu as beaucoup de plus de chances qu'elle réussisse parce que, ben oui, tu n'auras peut-être pas de vie, puis le soir, tu vas travailler pour la business ou le jour, puis le soir, tu vas travailler. Ça va être super intense. No matter what, même si tu ne travailles pas, ça va être intense. Fait que, il y a un moment donné, je pense que ça marche plus si tu as un entre-deux dans ton entreprise. Où est-ce que ton rythme de vie est financé pas la première année par l'entreprise, c'est sûr. Sinon, ça va. Si c'est financé par de la dette, ça marchera. C'est difficile à marcher. Merci. Alors, il restait quelques petites questions, mais il est déjà 15 heures, alors on va quand même conclure ça ici. Merci beaucoup, Benjamin, Kevin, Julio, tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui. En fait, c'est très, très agréable de voir la vision d'un entrepreneur qui a réussi à réussir en sortant de HEC Montréal et en sortant des universités, parce que comme qui a été dit durant la conférence, ben c'est pas évident. Puis même si on a un bac, même si on a un diplôme universitaire, ben les emplois sont pas toujours devant nous et parfois, ben c'est pour ça qu'on est au Québec et qu'il y a beaucoup de PME. Il faut créer nos propres emplois, il faut créer notre propre vision et avancer. Alors, merci beaucoup à toute Saveur Publicité et on vous invite à aller voir leur site web. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Bye bye. Allez, bye bye tout le monde. Merci. Merci à tous. Bye bye. Merci, on vous aime. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Tu mettrais ça coupe-le pas au montage. Ça va peut-être, en fait, ça va être dans le teaser. Exact.